Nous sommes le long du RER C, au niveau de la jonction avec la petite ceinture, qui à partir de là va passer sous le boulevard Victor. On est sur une zone de friche et la petite ceinture qui va rejoindre la portion qui est ouverte au public depuis quelques années. C'est la première portion qui a été ouverte d'ailleurs. Et là, c'est tout un secteur qui est derrière les immeubles du boulevard et qui est privatisé, fermé, interdit au public. C'est un secteur qui peut être utilisé par la SNCF pour le retour de train. Il l'est rarement, mais il peut l'être de temps en temps. C'est une zone de friche ferroviaire, puisque en fait, on est sur le terrain de la petite ceinture qui n'a pas été modifiée. On a les ballasts, on a les bordures qui sont des bordures en pierre, donc c'est des terrains qui sont relativement pauvres. Et du coup, ça donne une espèce de prairie sèche qui contient des espèces assez courantes qu'on trouve à Paris régulièrement dans ces mêmes milieux. Mélilo, c'est le nom de cette plante. Il y a plusieurs variétés ici. Il y a cette variété à fleurs jaunes, il y a une variété à fleurs blanches. Alors il y a le joli pied de millepertuis. C'est une plante médicinale qui est bien connue et qui aime bien les terrains de ce type, caillouteux, relativement sec, enfin qui se développe facilement sur la petite ceinture. C'est une des plantes qui est très courante. Tout ça, c'est le millepertuis, et donc la substance active du millepertuis, elle est rouge. Et quand on écrase les fleurs jaunes, ça donne une couleur rougeâtre, en fait. La substance est rouge, alors que la fleur est jaune. On voit mal sur un doigt, mais enfin, c'est le robinier, c'est le faux acacia. C'est l'arbre qui a été planté le long des voies par la SNCF parce qu'il a des racines très intéressantes, puisqu'il retient les talus, et en plus, quand on plante des robiniers, on engraisse le sol. Là, il y a un petit rosier sauvage. Il n'a pas de fleurs. C'est la vipérine. On l'appelle l'échium vulgaris, c'est une vipérine. Elle est assez fréquente sur les terrains un peu secs comme ça. C'est une très jolie plante avec une couleur tout à fait étonnante. Dans les bleus mots, la couleur, elle peut varier en fonction de l'acidité du milieu. On trempe la fleur dans un peu de savon qui est basique, elle va changer de couleur, devenir rose. Et si le milieu est plus acide, elle devient bleue. C'est une très jolie fleur. Elle est un peu piquante, d'où le nom, vipérine. C'est une plante qui est très mellifère, elle est butinée par beaucoup d'insectes. Et puis les fleurs s'ouvrent les unes après les autres. Ça a été coupé il n'y a pas très longtemps, il y a un mois, 2 mois, enfin il n'y a pas très longtemps. C'est un salsifis sauvage, une très jolie fleur. Non comestible. C'est comestible, mais il n'y a pas grand chose à manger, quoi. C'est dur, c'est pas terrible. Circe, c'est le groupe des chardons, c'est un très très grand groupe botanique. C'est un liseron sauvage, un petit liseron, c'est une liane. C'est une plante qui va se mêler aux rameaux des espèces qu'il y a autour et donc elle prend beaucoup d'espace. Alors il y a plein de graminées, alors là les espèces c'est compliqué. Il y en a une qui est là qu'on appelle le brome, mais il y a tout un mélange de graminées. Alors le graminées c'est ce qui forme les prairies, c'est la base de ce qui forme les prairies. On a en fait une prairie qui est associée à des tas d'espèces vivaces, de plantes vivaces à fleurs, qui se développent dans ce milieu sec et qui sont adaptées à ce milieu. Ce mélange de couleurs est sympathique, C'est vraiment formidable ces jardins sauvages. Là, on a beaucoup de coquelicots. Voilà, alors je sais pas, il y a des graines qui sont tombées là, il y en avait quelques pieds auparavant, ou alors c'était dans le remblai qu'on a rajouté ici. C'est une papaveracée, c'est un pavot en fait, et qui contient, comme le pavot, des substances qui ont des effets très particuliers sur le corps. Le plus courant, c'est le papaver somniferum, le pavot somnifère. Et alors le coquelicot, c'est vraiment une plante qui arrive au début de la friche. Elle n'a pas besoin d'avoir une terre également très, très riche. Le coquelicot se développe sur ces terrains de friche assez fréquemment. Il est assez courant à Paris. Alors surtout cette variété, qui est le papaver reas, avec les petites taches noires à la base de chacun des pétales. C'est une jolie fleur qui est assez fragile, qui tient peu. Ça, c'est le Cinson du Cap. C'est une plante invasive, oui, maintenant elle est classée comme invasive. Et comme toujours, c'est l'homme qui est à l'origine de ces erreurs écologiques, car c'est l'homme qui l'a introduit, involontairement soit, mais il l'a introduit en amenant de la laine et des graines, il n'a pas fait attention. Et depuis, cette plante est en train d'envahir tout Paris et la petite ceinture. C'est la grande marguerite, la vraie marguerite, le leucanthemum, la grande marguerite courante, quoi. Mais c'est très joli quand on la voit à l'état sauvage, là encore. Ça fait des gros bouquets naturels, c'est très joli. Ça, c'est une baracacha, alors, partout. On voit ça dans les cimetières à Paris, dans les parcs, dans les jardins, c'est interdit, normalement. Là, évidemment, c'est une zone qui est privée et qui est fermée, donc c'est sans doute pas permis pour autant. Donc c'est soi-disant pour protéger les chats, ils n'ont pas vraiment besoin de ça, en fait. C'est vraiment une friche de talus classique, on a de la clématite vigne blanche, on a du buddleia, on a des érables, le plantain, voilà, bon. Joli plantain, c'est joli, il y a plusieurs variétés, c'est joli. Alors là, on a du panais. C'est une plante de la famille décomposée proche de la carotte. C'est un peu comme une grosse carotte claire. C'est un vieux légume qu'on n'a pas utilisé pendant des années et qui revient un peu à la mode. On le trouve dans les supermarchés maintenant. L'arénaterum, qui est la graminée de la petite ceinture, qui est très courant partout. Tout ça, c'est vraiment la plante de la petite ceinture. Elle est partout présente. Elle forme des épis lâches comme ça.
C'est assez proche des avoines sauvages, c'est assez proche des folles avoines, des choses comme ça. Mais son vrai nom, c'est Arenatherum, et elle est très très présente partout sur la petite ceinture. On arrive aux grilles, hein, normalement c'est bloqué, c'est fermé, c'est inaccessible. C'est un secteur qui est privatif, qui est le long de la petite ceinture et des immeubles qui ont été construits sur le boulevard. Et c'est un secteur qui est fermé, sans doute pour éviter qu'on ait un accès à ces immeubles. Et du coup, tout ce secteur-là est inaccessible, alors qu'il est intéressant en termes de milieu naturel. De l'autre côté, évidemment, c'est la zone aménagée, la première portion de la petite ceinture aménagée après le 16e arrondissement, donc la portion du 15e arrondissement. Elle est aménagée sur 1,3 km, cette portion, sur quelques hectares et sur 1,3 km. Donc elle est aménagée entre Balard et Vaugirard. Elle longe, devrait dire, une partie du village. Donc elle a toujours un succès fou, il y a plein de monde qui vient s'y balader et l'utiliser comme zone de marche en fait pour éviter les boulevards. C'est quand même plus sympathique parce qu'il y a plein de nature et c'est un peu raccourci et c'est surtout plus agréable. Ou alors pour faire du jogging, etc., même s'ils ne sont pas prioritaires. On est place Balard et c'est le départ de la promenade sur la petite ceinture 15e qui fait un peu plus d'1 kilomètre. On a gardé un rail sur deux. Le deuxième est conservé en dessous, normalement, et protégé au cas où. Et tout ça, ça a été aménagé en promenade et ça a été très long. Hein. Il a fallu une dizaine d'années pour aménager ça. Et donc, on a voulu ouvrir ce milieu naturel et ça a eu un succès énorme. Il y a toujours plein de monde, particulièrement le week-end, où les gens utilisent ce trajet plutôt que les voies qui sont très bruyantes et pleines de voitures dans le quartier pour aller d'un point à l'autre. C'est une belle idée. C'est planté. C'est une rosacée, c'est un cotonéaster, mais qui a été planté qu'en pleine floraison. Et il y a une petite coccinelle. Il y a plein d'espèces de cotonéaster, c'est une plante de jardin. C'est la richesse de la petite ceinture, c'est qu'il y a un mélange d'espèces sauvages, d'espèces de milieu naturel, d'espèces qu'on y a introduites volontairement, d'espèces qu'on y a introduites involontairement. Donc tout ça enrichit le milieu et fait qu'on a une diversité qui est très très importante. Le milieu est d'autant plus riche et va attirer d'autant plus des animaux, des insectes variés, etc. Alors ça, c'est la plante de la famille de l'œillet, qu'on appelle la silène enflée. Elle a un calice qui est gonflé en fait, c'est une plante sauvage. Celle-ci est très jolie, elle a ces jolis bouquets de fleurs blanc-rose qui sont magnifiques. C'est une coronie variée, elle est très jolie, c'est une plante là encore, de la grande famille du Pois de Senteur, enfin c'est une très très grande famille. Plante sauvage absolument, et qui est présente dans Paris, vraiment, dans la ville, en pleine ville. Évidemment, elle préfère des lieux un peu plus naturels, comme la petite ceinture ici, évidemment. On a un double talus, un talus plus récent à gauche, avec des arbres qui sont surtout des frênes, et à droite, on a des arbres beaucoup plus âgés. On a de très beaux arbres qui sont des robiniers. Le faux acacia, le fameux arbre qui est planté tout le long des voies ferrées. Et on voit que celui-ci est assez ancien. Donc on a la Grande Marguerite, le Senson du Carpe, une petite rhubarbe. C'est des milieux qui sont pauvres, enfin qui sont pas très riches, hein. C'est sableux, c'est sec. Il n'y a pas un sol qui est très très important, donc il n'y a pas énormément d'espèces. Il y a des graminées, l'Arenatherum qui est partout présent sur la petite ceinture. Et on a les plantes des champs et des prés ici, essentiellement. Ce pas des plantes rares, mais ça fait un paysage assez original et inattendu. Et quand même assez varié, même si c'est un petit peu simplifié depuis qu'on a réaménagé le secteur. J'ai l'impression que c'était un petit peu plus riche avant, mais est-ce que c'est la réalité? J'en suis pas sûr. Des liserons, le petit liseron, le liseron des champs. Ça, c'est une petite centaurée. Alors là aussi, il y a plein d'espèces de centaurées diverses. Ces petites fleurs mauves, là. Là, il y en a une jolie masse. Il y a quelques années ici, avant même que le secteur ne soit ouvert au public, j'ai trouvé une plante que je n'ai jamais revue ailleurs à Paris. C'est une plante qui est très connue parce que c'est une plante tinctoriale qui donne une magnifique couleur bleue. Isatis tinctoria, et cette plante, elle donne des très jolies fleurs jaunes étrangement, et elle était ici en grande masse. Je ne l'ai jamais plus revue et je ne l'ai jamais trouvée ailleurs à l'état sauvage à Paris.
On a un beau sureau là. On a un robinier assez âgé, manifestement. On a vraiment une zone sauvage, là, c'est quand même très très rare de voir ça en ville. Si on ne touche pas ce secteur, si l'association Espace qui gère ça ne vient pas régulièrement faucher, couper, enlever les plantes pour qu'on puisse y passer sans problème, ce serait un vrai fouillis végétal de plus d'1 mètre de haut, parce que les plantes se développeraient. Là, c'est fauché régulièrement, à la bonne saison. Donc évidemment, on fait en sorte que le milieu soit accessible au public. Si les plantes étaient trop développées, on ne pourrait pas y accéder, ce serait trop problématique. Ça pourrait même être dangereux dans certains cas. C'est un genêt, alors les genêts qu'on utilise dans les jardins, qui est très mellifère, les abeilles adorent. Hein. Elles vont rentrer dans ces fleurs pour récupérer le nectar. Et c'est en plus une couleur extraordinaire. C'est la même famille que le haricot, donc le fruit ressemble un peu à un haricot plat, quoi. À l'intérieur, il y a les graines. Une fois qu'elles sont mûres, la gousse éclate. Elle s'ouvre en faisant un bruit très sec. Et en éclatant, elle projette les quelques graines qui sont dans la gousse. C'est le plantain en fleurs. C'est joli comme tout quand c'est en fleurs. On voit les étamines qui sont blanc-rosé et qui forment comme une espèce de manchon autour de la zone florale. Cette plante s'appelle, son nom courant, c'est le compagnon blanc. C'est joli comme tout. C'est également une plante de la famille de l'œillet. C'est une grande famille, là encore, la Cariophyllacée. On est en plein Paris et On est en pleine nature. on a des fleurs des champs. Bah oui, on est en pleine nature, on est dans une champêtre en fait. Hein. Et puis il y a les graines qui viennent des arbres ou des plantes qu'on a plantées dans les jardins, qu'on a plantées dans les rues de Paris. Et c'est grand en fait. Hein. Je crois que ça fait 3,5 hectares, 3,4 hectares sur 1,3 km. C'est pas mal quand même. Il y a du blanc et du rouge. C'est du 130. Alors le 130 s'appelle le 130 rouge, même quand il est blanc. C'est la variété blanche du 130 rouge. Alors la variété la plus courante, c'est la couleur rouge qui est ici. Il n'y a que 2 fleurs rouges. Et on a des sous-espèces qui donnent des fleurs mauves. Mauve, je veux dire rose plutôt, ou blanche. Voilà. Mais la variété d'origine, elle est rouge. C'est une valérianacée et c'est une plante qui pousse surtout sur les murs. C'est une plante méditerranéenne des zones sèches. Alors il y en a beaucoup dans le 20e, sous le tunnel qui passe en face de la Flèche d'Or. Il y en a un ensemble très important là depuis des années avec les différentes couleurs de la valériane. Il y en a encore un petit peu. Et il y en a, dès qu'il y a un petit endroit, évidemment, elles se ressèment. Hein. Les plantes de la petite ceinture bougent le long de la voie, en fait. Elles sont soit emportées par les animaux, soit emportées par les promeneurs sans le vouloir. Ils ramènent des graines, ils ramènent des fleurs sans faire attention, quelquefois. Et les plantes se sont organisées pour que leurs graines se transportent dans l'espace, comme elles ne peuvent pas bouger. Soit elles utilisent le vent, soit elles utilisent des crochets qui les associent à des animaux ou à l'homme, quelquefois. Ben, c'est un rosier, en fait, un rosier sauvage, un églantier. C'est une espèce du genre rosa, hein, c'est très proche du rosier. Le rosier fait partie du même groupe. Hein. La fleur qu'on voit, ça ressemble pas trop à une rose. C'est une fleur de rose simple, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un nombre de pétales très important qu'on a développé avec le temps et avec la volonté, on a ici une rose simple, une rose avec simplement quelques pétales. Et c'est la simplicité de l'églantine qui lui donne sa beauté, je trouve. C'est magnifique. Un habitacle à insectes. L'idée, c'est de montrer les différents endroits dans lesquels les insectes peuvent se protéger. Alors, ou pour se reproduire, soit dans du bois, ici des pommes de pin, soit dans de la brique, dans de la pierre. C'est l'ancien embranchement RATP. Absolument. Qui permettait de descendre les wagons vers le métro. Vers le métro. Ah, alors ça, c'est la laitue vireuse, l'Actuca virosa, qui est une grande laitue toxique. Elle contient un latex. Il suffit de couper une feuille. Hein. Il y a un petit latex blanc, voilà, qui est assez toxique en fait. Mais ce latex a une particularité, c'est qu'il est hypnotique. Il endort. Elle fleurit jaune, c'est ça. Elles vont fleurir du haut vers le bas, petit à petit. Alors ça, c'est un petit sous-bois sombre. Là, on est vraiment dans un autre milieu, là, on s'est mis à l'ombre. Alors on a des repousses d'érable, on a du lierre, évidemment, en grande quantité. Puis on a une plante qui est intéressante, qui est très fréquente à Paris, qui est très facile à reconnaître, entre autres en la sentant. Elle a un parfum très particulier quand on l'écrase. Ah, ça sent l'ail un peu, ouais. Ah, ça sent l'ail, voilà. Et on l'appelle pour ça la lierre. C'est la famille de la moutarde, hein, c'est pas du tout la famille de l'ail. On a des platanes, ça a été planté sur les talus. Hein. On a quelques érables sur le côté, on a différentes variétés. C'est un sous-bois, effectivement. On est sous les arbres. Ces arbres ont pour but de maintenir le talus en place. Et il y a plein de cailloutis ici. Et pour retenir ces cailloutis,
on a mis des arbres dont les racines retiennent l'ensemble. Alors, pour ça qu'il y a beaucoup de robiniers, parce que le robinier a des racines qui retiennent bien, c'est cailloutis, mais il n'y a pas que le robinier. Une fois que le robinier a un peu enrichi la terre, on peut mettre beaucoup d'autres espèces. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit à gauche que l'arbre est complètement couvert de lierre. Et ça, c'est très intéressant au niveau de l'environnement, parce que le lierre crée un manchon naturel, et ça, c'est formidable. C'est formidable pour le milieu naturel, en particulier pour les oiseaux qui peuvent nicher ici, pour les insectes. Et donc, il y a une diversité faunistique là, qui est très intéressante. Le lierre, c'est un lieu de refuge, quoi. C'est un refuge extraordinaire et une zone de protection, quoi. Oui, c'est une grappe de fruits. De l'érable. De l'érable. L'érable sycomore. Ah, le genêt, il y en a beaucoup, là. C'est rare de voir du genêt à Paris. On n'en voit pas très souvent, mais là, oui, effectivement. Hein, sur la petite ceinture, sur les bois, il y en a beaucoup. Et puis, il se ressème. C'est un parfum fruité. Moi, je le trouve très agréable. Alors ça a été dégagé volontairement. Les ateliers ont été rénovés, d'ailleurs, après avoir aménagé la petite ceinture. Et ils ont coupé tous les arbres qui étaient sur la façade pour laisser visible de la petite ceinture ces ateliers. Et c'est intéressant, ça permet d'avoir une vision architecturale assez typique. Et du coup, les ateliers ont été rénovés. Là, on a vraiment un truc très sauvage. Pas si sauvage que ça, parce qu'on a des espèces de jardins quand même. On a même un bambou, là. Voilà, c'est ça, on a quelques espèces de jardins, on a des arbustes à fleurs, on a des choses qui viennent d'en bas, quoi, qui sont montées. Surtout de la ronce. Voilà, ronce, bambou, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a quelques arbustes. De l'ortie. On a même une plante qu'on associe souvent à la bière, du houblon. C'est des zones qui sont importantes comme zones végétalisées pour tout le milieu naturel. C'est-à-dire que ça va du sol avec les champignons, microscopiques, hein, les insectes du sol, puis les insectes de l'air, puis les oiseaux. Enfin, tout le monde vivant en profite, absolument tout le monde vivant en profite, et l'homme en particulier, parce que ces arbres jettent de l'oxygène, donc, et puis ça stocke le gaz carbonique, donc il y a vraiment beaucoup d'avantages écologiques, on peut dire. Hein. Et on l'a prouvé ces dernières années, et on sait que les espaces verts au sens large en zone urbaine ont un rôle absolument considérable dans les zones urbaines, dans la ville, et pour l'homme. On a les deux talus, on a la voie qui descend, qui était la voie métro, enfin la voie RATP, et donc la voie qui descend et qui rejoint la rue, en fait, qui traverse, qui va vers les ateliers de Vaugirard. Et ce poncage, il n'y en a pas beaucoup à Paris non plus de poncage comme ça, c'est un peu bizarre. Alors voilà, Colutea arborescens, plus couramment appelé par les enfants glouglou ou pampan. Pourquoi? Parce qu'on s'amusait autrefois, maintenant on a un peu oublié les jeux de nature, hein. Mais à prendre les gousses, qui sont des gousses gonflées, et à les faire péter comme ça sur la main. Ça, c'est un arbuste qui est revenu du sud. C'est une plante qui aime bien les talus chauds, et à Paris, c'est pas du tout son lieu, hein. Il pousse vraiment dans le sud. Et il est venu du sud en prenant les voies ferrées. Quand en 1850, on a créé les voies ferrées qui sont allées vers le sud, lui a pris le ballast et est remonté vers le nord, parce que le ballast chauffé par le soleil lui convenait parfaitement. Elles sont vertes, elles deviennent roses, après elles sèchent. Alors après, elles se détachent. Et alors, quand elles sont détachées, elles sont emportées par le vent, elles peuvent rouler, là c'est le vent qui les transporte. Puis après, elles se délitent, et les graines, là, vous voyez, tu vois, elles sont presque mûres. C'est une plante qui peut être très envahissante aussi, cet arbuste. Il y a la chandelle. La chandelle, c'est le tronc mort qu'on a laissé en bas. Et on l'utilise pour ces troncs qu'on laisse droits. Hein, c'est une grume qu'on n'a pas coupée, quoi. La chandelle, c'est un tronc qu'on laisse pourrir, mourir sur place. C'est la même chose quand on laisse des bois pourrir sur le côté. C'est très intéressant parce que le bois mort est très utile à certains types d'insectes, certaines variétés, quelquefois assez rares d'ailleurs, qui se développent dans le bois, qui vivent dans le bois mort. Et là encore, le bois peut être utilisé par des oiseaux qui peuvent nicher en faisant des nids, en creusant le bois, etc. Donc il y a des champignons. Enfin là encore, il y a une vie extraordinaire même dans le bois mort. La rose trémière, une variété en plus couleur brun rouge, c'est étonnant. Alors c'est une plante de la famille des mauves, et comme toutes les plantes pratiquement de la famille des mauves, on peut manger les fleurs. Bon, c'est pas forcément excellent, mais enfin on peut les mettre dans des salades par exemple. Réséda. C'est du réséda jaune. Alors c'est une espèce avec des petits épis. C'est pas une plante rare à Paris, on la voit régulièrement, disons. Elle n'est pas très courante, mais enfin elle n'est pas rare. Quelques beaux coquelicots là.
Les papaver, c'est bien de les voir en fleurs parce que ça ne tient pas très longtemps. Hein. La salière, c'est copié sur le coquelicot. La plante a inventé un truc extraordinaire pour disperser ses graines. Elle met ses graines dans une petite capsule qui est tout en haut d'une grande tige. Et en fait, il y a des petits trous seulement en haut. Il y a un petit capuchon, là, il y a des petits trous en dessous, le petit capuchon. Et quand les graines sont mûres, eh bien, cette grande tige, elle va, dès qu'il y a un coup de vent, se secouer, elle va saupoudrer les graines. Et donc, quand il y a un coquelicot, il y a plein de graines autour. Voilà, et donc c'est une manière de disperser les graines, là c'est le vent indirectement. Voilà, elle a inventé la salière. Donc on voit le petit chapeau qui va, quand le fruit et les graines surtout seront mûres à l'intérieur du fruit, le chapeau va se redresser et il va y avoir un petit espace entre la partie basse et le chapeau par lequel les graines vont sortir quand la tige va être bougée par le vent. Les petites fleurs blanches, là, c'est des carottes sauvages. Ça sent beaucoup plus fort qu'une carotte cultivée. Et moi, je les utilise quelquefois pour donner du goût au plat. Voilà, il y a une gesse. C'est une plante sauvage, mais qui a été utilisée comme plante d'ornement, parce qu'elle est très belle. Et le pois de senteur, c'est un cousin, quoi. C'est très proche de cette plante qui est une grimpante. Donc elle peut se développer sur de très grands espaces. Elle développe bien, quoi. C'est étonnant qu'elle arrive à développer là. Là, c'est un chèvrefeuille qui est accroché à un sureau. Voilà le chèvrefeuille là-haut et le sureau ici. Là, c'est le long du mur, sur cette petite pelouse, on avait, il y a quelques années déjà, un peuplement de sédum, d'orpin, extraordinaire. C'était couvert sur le sol d'orpin. Et puis, on a fait l'aménagement. Dans l'aménagement, ils ont trouvé que ce lieu était assez étonnant pour la présence de l'orpin. Ils ont fait un panneau parlant de l'orpin, de milieux adaptés, milieux secs, etc. Et puis, ils ont couvert la voie de ces planches pour qu'on puisse marcher sans problème. Le problème, il est arrivé après. C'est-à-dire, dès qu'il pleut, il y a de l'eau en masse qui va s'écouler sur ces planches et qui va s'écouler tout de suite sur la zone qui était auparavant sèche. Et du coup, il n'y a plus d'orpin, ou pratiquement plus, parce que le milieu est beaucoup trop humide une partie de l'année pour que l'orpin se développe. Donc il y a toujours le panneau, mais il y en a très peu. Il y en a quelques-uns d'orpin, mais il y en a très peu. C'est pas ça l'orpin? Non, c'est pas ça. Hein. Avant, c'était une vraie prairie. C'était extraordinaire. Je n'avais pas vu ça souvent à Paris, d'ailleurs. Ben, elle a disparu. Encore un réséda. C'est dingue, hein, il y en a plein aujourd'hui. On va passer dessus de la rue de Vaugirard. Voilà le tennis club et la gare. Ça, c'est quoi? C'est un petit œillet, c'est joli comme tout. C'est pas très courant. Et à côté, c'est une autre espèce, on dirait. C'est donc un dianthus, je ne sais pas lequel. Hein. À mon avis, c'est ensauvagé. C'est des espèces qu'on a semées ou c'est peut-être une graine qui s'est échappée. En tout cas, c'est joli. Le platage, il est Non, vraiment c'est pas sûr, en bon c'est état. sûr. Ça s'abîme avec le temps. On peut dire que ça fait quelques années que c'est là, déjà. Hein. C'est un verbascum, proche du bouillon blanc, quoi. Ça, c'est très courant sur la petite ceinture. Hein. Une mauve. Je ne sais pas laquelle, la grande mauve, hein, je suppose, mais bon, avec des feuilles incroyables. Il y a un rang de laitue. C'est pas des rangs d'oignons, c'est des rangs de laitue, ici. Vraiment au bord des rails, là. Oui, oui. Tout le verbascum. Sur le balade. Oui, parce qu'elles n'ont pas besoin de beaucoup de terre, donc ça lui convient. Elles ont surtout d'une terre chauffée, donc c'est... La laitue vireuse. Quand ils ont voulu ouvrir la promenade de la ville, la responsable des espaces verts avait très envie de faire passer le public par le tunnel, mais il est trop long, et donc il faut absolument une évacuation au milieu du tunnel, et ça coûtait une fortune, donc ça n'a pas été fait. Et dans les projets, il est toujours envisagé de faire un passage sous le tunnel un jour. Oui, il y a eu pas mal d'appels à projets, mais Voilà. qui sont révélés un truc... Voilà, et ça ne s'est pas fait encore. Et on arrive au tunnel de Vaugirard, et à nouveau une valériane AC, dont le vrai nom est 130 rouge, avec un joli papillon qui est en train de butiner la fleur de 130. Et sur le côté, en rang d'oignon, 3 grandes laitues vireuses. Là, on a un joli talus. Enfin, il a été un peu abîmé quand on a fait l'escalier d'accès, hein, il y a quelques années maintenant. C'est un beau talus qui est juste à côté du tunnel de Vaugirard
et qui permet l'accès à la petite ceinture 15e. Il est couvert de lierre et de grands arbres, en particulier des érables, beaucoup d'érables. Et puis il y a toute une strate buissonnante en dessous qui prend l'espace. Là encore, c'est un milieu riche pour les animaux qui sont présentes. Il y a des ronces, il y a des orties, il y a du lierre, puis il y a des petites plantes à fleurs. C'est un mélange assez intéressant. Simple, mais assez intéressant. Et puis avec la strate arborée, les arbres, ça donne également des feuillages, des lieux de nidification pour les oiseaux. Enfin, tout ça est très intéressant pour le milieu naturel. Il y a quelques années, c'était couvert d'orties ici. À force de faucher, l'ortie disparaît un peu. Alors ça, elle est très jolie, cette graminée. Elle est très courante à Paris. C'est une graminée qu'il faut connaître parce qu'elle est très facile à reconnaître. On l'appelle le dactyle. C'est comme s'il y avait des doigts. Le dactyle aggloméré. Parce que c'est des petits épillets qui sont associés, qui sont agglomérés les uns aux autres. Oh, c'est quoi ce truc rose là? C'est une centaurée. Centaurée comme le centaure. C'est une composée, astéracée maintenant. C'est-à-dire qu'elle a plein de petites fleurs associées du même type. Alière, à cause de l'odeur d'ail que répand ses feuilles quand on les froisse. Donc c'est une plante commune qu'on trouve assez fréquemment à Paris. Là, ce qui est joli, c'est qu'on a les floraisons, on a les jeunes feuilles, ça donne un beau petit ensemble qui est sympathique. Voilà une repousse de cerisier. En fait, c'est un petit merisier. C'est quelqu'un qui a dû manger des cerises en descendant ou en remontant de la petite ceinture, 15e. Et qui a dû jeter les noyaux, et voilà, c'est reparti. Puis on a de la même manière un marronnier qui est en train de pousser là. C'est un espace qui est relativement protégé parce qu'on ne peut pas y marcher, donc c'est aussi une zone de protection pour la faune en dessous. Sous le lierre, là, il y a toute une zone de protection, il y aura plein de bestioles ici. Et puis c'est une zone intéressante parce qu'on a la strate arborée qui est grande, même si on a taillé un peu trop les arbres. Je pense qu'il doit faire de l'ombre aux immeubles qu'il y a derrière, mais c'est un lieu qui protège tout ce qui est en dessous. Donc pour le milieu naturel, c'est très intéressant. Il y a des oiseaux qui peuvent être protégés en dessous. Ça garde un endroit qui est un peu plus humide. Il est protégé de la lumière. Donc tout ça donne un milieu un peu particulier. Donc ça peut favoriser certains types de germination. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes avec ce lieu. Puis surtout, c'est une protection pour des animaux. C'est vraiment très important de laisser ce genre d'endroit. On est au-dessus du tunnel de Vaugirard. La ville, quand elle a créé la petite ceinture 15e, pour faire le lien avec la partie de la petite ceinture qui longe le parc Georges Brassens, en fait, elle a créé au-dessus du tunnel ce passage qui passe entre jardin, parc, des immeubles qui sont au-dessus. Et on a appelé ce jardin le passage de la petite ceinture, qu'il est planté de troènes, de plantes classiques et des arbustes. Et il y a un hêtre pourpre qui est magnifique là, un cèdre bleu, qui est en fait un des arbres du jardin d'à côté, de l'immeuble d'à côté. En fait, on est entre les jardins d'immeubles. Et une partie des terrains ont été pris sur ces jardins. Et il y a 2 cèdres, mais ils sont très beaux. Et à côté, on a des robiniers frisia, des robiniers qui sont jaunes d'or. C'est faux acacias, mais ils sont jaunes d'or. C'est une variété qu'on appelle la variété frisia, qui n'est pas très courante, enfin. Là, on est de retour sur la petite ceinture, dans une ambiance toute différente. On est sur un talus, en fait, un talus ensauvagé, même si une partie des arbres ont été plantés. On a un robinet devant nous, il y en a quelques-uns autres ici. On a des sureaux, on a même un peuplier à gauche qui a été planté, évidemment. Toute la strate herbacée qui est au-dessus du sol sont des espèces qui sont arrivées naturellement. Mais une partie des arbres ont été plantés pour maintenir le talus, comme on en a parlé déjà. Et ce sont des arbres assez classiques. Mais l'ensemble et le point de vue est tout à fait surprenant. On est juste à côté de la sortie du tunnel de Vaugirard. Voilà, en face de nous, là-bas, sur la gauche, il y a l'ancien abattoir de Vaugirard, qui est maintenant le parc Georges Brassens. La petite ceinture longe ce parc, donc les anciens abattoirs, par le bas, puisque c'était une des arrivées ou des départs des bêtes qui avaient été choisies. C'est un super paysage, en tout cas, c'est magnifique. Ça a beau n'être que des robiniers essentiellement, quelques peupliers, c'est magnifique. Alors ça, c'est une plante toxique, le Chérophyllum, de son nom latin, Temulatum, mais c'est une variété de cerfeuil. Alors c'est pas du tout comestible, On l'appelle l'herbe des fous, c'est même un peu toxique. Il ne faut pas l'utiliser du tout, Mais elle est très très présente à Paris. Elle est présente dans tous les terrains vagues en très grande quantité, cette plante. Mais c'est une plante qui est très courante et qu'il ne faut pas confondre avec d'autres parce qu'elle est toxique. C'est quoi ça? C'est un rumex, oui. Le rumex à feuilles obtuses, c'est une des plantes dont on a beaucoup de mal à se débarrasser dans les jardins quand on veut avoir un jardin propre. Dès qu'on coupe un bout de racine, elle repousse. C'est un très bel espace. C'est complètement idiot de ne pas laisser ouvert ça. D'ailleurs, c'est ouvert, puisque
Ah, c'est pas ouvert officiellement au public. Non, non, c'est pas officiel, mais c'est ouvert officieusement, quoi. On peut s'asseoir, on sent que d'ailleurs qu'il y a des centaines de personnes qui sont assis là, c'est bien. Ah, on sent mieux déjà. Ah, c'est formidable d'avoir une nature comme ça en face de soi. C'est incroyable de savoir qu'on est en plein 15e, tout près des boulevards extérieurs et qu'on est complètement plongé dans la nature. C'est vraiment de se retrouver comme ça, seul dans un ensemble de nature aussi impressionnant, c'est unique à Paris. Ah, c'est la Bardane. La grande Bardane, elle est pas encore en fleurs, mais enfin, c'est des feuilles. Là, ils ont fait un mur en pierre. Ils ont mis en pierre sèche, là, derrière. Ouais, je vois. C'est le treillis traditionnel, c'est joli. Avec un hôtel à insectes. Un hôtel à insectes. C'est la benoîte commune, une jolie petite plante qui a pris son nom de Saint-Benoît. Benoîte commune, c'est le Geum urbanum, qui est une plante très courante à Paris, mais qui est très jolie, très légère, toute petite comme ça. Ça, ce sont les fruits. Les fruits, c'est une boule de petites graines. Chaque graine est associée à un petit piquant, un petit crochet. Si un animal à poil passe à côté, eh bien, avec ses poils, il va accrocher les petits crochets qui sont là. Il va repartir avec des graines accrochées à son pelage. Et ces graines, elles vont tomber des kilomètres plus loin. Donc, ça fait partie des plantes qui ont trouvé un moyen pour se disperser dans l'espace sans bouger. C'est quand même extraordinaire. Ah, là, il y a une petite épilobe. Et c'est une plante qui est très particulière. Elle a l'ovaire qui est sous la fleur. On voit l'ovaire, on voit une espèce de grande tige sous la fleur. C'est pas une tige, c'est l'ovaire. C'est-à-dire que c'est l'endroit où il va y avoir les graines un peu plus tard, après la fructification et la fécondation. Et la fleur est au-dessus de l'ovaire. Sur les rails, on a quoi, là? On a un géranium herba robert, une des espèces de géranium les plus fréquentes à Paris. Elle est très fréquente partout, dans les rues. Là, elle pousse sur le rail, elle sur le ballast, oui, contre le rail. Elle aime bien la chaleur, donc elle récupère la chaleur du rail, je pense. On est à côté du pont de la rue Brancion, là. Donc on a la même végétation pratiquement que tout à l'heure. C'est souvent à peu près la même chose, hein. On a des ronces en grande quantité, on a des orties. Le milieu est riche en matière organique, sans doute dans le coin. On a des érables, manifestement, en quantité assez importante. On a des robiniers. Très calme, hein, on n'entend pas la ville. Là, on est complètement ailleurs, hein. Mais on est complètement isolé, quoi. C'est incroyable. Et puis on est dans une espèce de puits de nature, c'est ça qui est extraordinaire, hein. On voit au loin les voitures qui passent sur le pont, tout au loin là-bas, comme une sorte de fouillis de nature, comme souvent sur la Petite Ceinture. Et on retrouve, comme souvent, à peu près les mêmes espèces. C'est-à-dire qu'en bas, on a des ronces, on a quelques herbacées, on a de l'ortie. Les ronces ont des fleurs très butinées. Ces fleurs sont des jolies fleurs, les fleurs de ronces, hein. De jolies fleurs roses qui sont très belles et qui sont comme beaucoup de fleurs, hein. Les fleurs ont pour but de favoriser la fécondation de la plante. Et donc pour ça, elles ont besoin des insectes. Heureusement, il y en a encore quelques-uns. Il y a des insectes, il y a plein de pollinisateurs, il y a encore des bourdons, il y a encore des abeilles, il y a plein d'abeilles, hein. Mais il y en a moins qu'il y a quelques années. On en voyait beaucoup d'insectes autrefois ici. Ouais. Là, on en voit quelques-uns. On est ailleurs un peu quand même. Ah, ici, on est complètement ailleurs. Je trouve que c'est un peu ma jungle parisienne, la Petite Ceinture. C'est une jungle urbaine. C'est une jungle urbaine. C'est une jungle parce qu'effectivement, on ne l'a pas beaucoup traitée. Il y a plusieurs associations qui s'occupent de laisser l'ensemble dans une approche quand même sympathique, mais elle est quand même très fouillie, donc il y a quand même un aspect jungle qui est sympathique. Et puis c'est quand même un endroit où on peut voir, comme rarement, sinon jamais à Paris, autant d'espèces se développer sur un espace où elles sont libres quasiment. Alors elles le sont pas vraiment, mais il y a un peu de ça quand même. Et puis on voit jamais des espèces qui sont là encadrant une voie. Il faut être sur la Petite Ceinture pour voir ça. Et alors là, au fond, là-bas... Il y a tout un passage souterrain qui passe sous les voies de Montparnasse. Et après, il y a un tunnel avec des chauves-souris. On a remarqué qu'il y avait des pipistrelles dans ce tunnel. C'est une espèce de chauve-souris, de petite chauve-souris. Mais le plus étonnant, c'est que c'est la plus grande colonie de pipistrelles quasiment d'Europe. Et alors ce pont est protégé, il est inaccessible officiellement. On protège cette colonie de pipistrelles, qui est quelque chose de tout à fait extraordinaire. On est à la sortie du tunnel des pipistrelles, c'est pour ça que c'est fermé, c'est pour éviter que les gens puissent traverser et continuer jusqu'au tunnel des pipistrelles qui est interdit d'accès évidemment. Donc on a une grille sous nos pieds là, il y a une zone interdite ici et une deuxième grille un peu plus loin. On a un talus classique hein, avec essentiellement des robiniers qui sont beaux d'ailleurs, hein. Quelques érables, tout ça c'est très classique. Il y a même un sureau sous nos yeux là. On est face à l'hôpital Broussais, au niveau de la promenade des Sœurs Nardal. On vient de là-bas. En fait, toute cette zone a été aménagée au-dessus du tunnel des pipistrelles et ça a été aménagé en promenade.
avec différents espaces. C'est un nouveau passage au-dessus de la petite ceinture. Voilà, un nouveau passage. Passage vert. Un passage vert paysager qui est sympathique. Comme en dessous, on a les pipistrelles, eh bien, l'idée a été de mettre une chauve-souris géante. Elle est tout au bout, là-bas. Un hérisson aussi. Et il y a, voilà, un peu plus proche de nous, il y a un hérisson, qui est un hérisson de branchage, qui est très grand, qui est très impressionnant, à côté d'un espace de lecture, d'un espace de repos, qui est très sympathique. C'est tout un ensemble de jardins, en fait, qui s'enchaînent les uns les autres, avec jardin partagé, avec passage ombragé, avec tout un ensemble sympathique. C'est un passage vert, en fait. C'est un passage vert qui permet de rejoindre, de continuer la petite ceinture, mais au lieu d'être au niveau des rails, d'être au-dessus des rails et de traverser le quartier. Donc c'est vraiment sympathique. Donc là, on est au début d'une promenade plantée, on est sur une zone fermée et la promenade se continue, accessible. On va aller voir ça tout de suite dans le 14e, un peu plus loin encore, dans une zone en fosse qui va continuer encore sur plusieurs centaines de mètres. C'est un sentier ferroviaire, c'est en tout cas le nom que lui donne la ville de Paris. On est au niveau de la rue Didot, on descend dans la promenade et on va se promener entre deux talus. Deux talus qui sont couverts d'arbres, dont certains recouverts de lierre, magnifiques manchons. Deux érables qui sont couverts de lierre. Il y a des vrais manchons de lierre qui les enserrent au niveau du tronc. Le lierre est simplement accroché, c'est pas un parasite, il ne rentre pas dans l'arbre. Et c'est très intéressant pour la biodiversité parce que ça fait une zone de protection. Et là, on voit bien sur le talus quand même que le lierre retient la terre. Ça, c'est intéressant, hein, parce qu'il est très présent sur la petite ceinture. Voilà, ça évite à la terre de dévaler quand il y a de la pluie, quoi. Et quel endroit formidable. Ces talus sont merveilleux. Regarde, les arbres qui sont là-haut, c'est superbe, quoi. Ils sont grands, ils sont... Quel calme. On est tout près d'une rue, hein, et c'est calme. Les oiseaux. On entend le chant des oiseaux un peu, on entend à peine les voitures qui sont derrière. C'est un espèce de paysage rêvé, de nature, quoi. Dans la ville, c'est surprenant. Mais on est complètement ailleurs, ici, c'est incroyable. Les caniveaux étaient bien nettoyés, là. Oui, c'est sans doute l'équipe d'espace, c'est un sacré boulot d'avoir fait ça. Ça, c'est interdit. Le vélo interdit, alors il y a 1500 € d'amende et on récupère le vélo. Ah bon? La promenade de cette partie de la petite ceinture a été aménagée avec du mulch, avec des débris de bois, en fait. Et c'est très pratique parce que c'est doux, on marche, on n'est pas sur du cailloutis, c'est très agréable pour marcher. Je trouve qu'on aurait dû faire ça plus fréquemment sur les passages de la petite ceinture, en fait. Beaucoup d'orties ici. Oui, milieu très riche en matière organique, ça dégoulines des talus, il y a des habitations au-dessus. Donc on a, je ne sais pas si c'est directement les fosses septiques, mais c'est pas loin, quoi. Donc c'est très riche en matière organique, et donc il y a beaucoup d'orties. Mais de toute façon, dès qu'on est dans une zone urbaine, à proximité de l'homme rejette plein de choses, et du coup, les matières organiques sont présentes. Donc il y a toujours beaucoup d'orties quand l'homme n'est pas loin. Mais tous ces arbres sont superbes, et puis ils se sont développés naturellement, donc ils ont une forme étonnante. C'est un érable sycomore. Il est très beau, oui. Et puis il a un manchon qui l'agrandisse encore un peu, hein. On a l'impression d'être sous la forêt. On est un peu sous les canopées, donc comme une forêt. Mais dans une espèce de lisière un peu plus lumineuse. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a l'impression d'être vraiment en pleine nature, alors on l'est pas du tout, hein. On est sur une bande de nature qui longe la ville. On a cette impression d'immensité, ce qui est aussi complètement faux, c'est une image. Voilà, c'est plein d'images un peu fausses, mais tellement sympathiques et agréables. Attends. Les érables, ceux-là doivent dater de l'installation de la petite ceinture, hein. Une première partie du 19e, au moment qu'ils étaient là avant sur un talus. Là, il y a un joli merisier avec ses petits fruits qui ne doivent pas être très doux. Et c'est étrange, on ne voit aucun fruit mûr. Ça veut dire que sans doute, dès qu'il mûrit, il y a quelqu'un qui vient le goûter, quoi. Petits oiseaux. Alors, les grands liserons, qu'on appelle plus couramment le liseron des haies. Très courant, évidemment, mais c'est une très jolie fleur. Et puis, on a un joli fruit rouge, très vif. C'est pas une vraie fraise, en fait. C'est une rosacée, mais qui n'a pas du tout le goût de fraise, en fait. Une fausse fraise qui n'a pas de goût, c'est quand même assez terrible. Elle est parfois considérée comme toxique, c'est faux. On l'appelle la duchesse néate du nom de Monsieur Duchesne. Il habitait Plougastel. C'est le premier qui a planté des fraises à Plougastel. C'est Monsieur Duchesne. Il a planté des vraies fraises. Il y a une nouvelle espèce, là, qui pousse à côté des rails.
Quand on est dans les parcs et jardins, il faut avoir des masques sur soi. Pas les laisser par terre. Alors on arrive rue des Plantes. Sureau, 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 il y a plein de sureaux. Et hop, sureau. C'est interdit, les crottes de chiens. Les chiens sont interdits sur la petite ceinture. Ah oui, on voit que les chiens sont interdits sur la petite ceinture, on voit. Il n'y a pas de doute. Il y a du monde, hein. Il y a de plus en plus de monde, oui. Et là, il y a un joli noisetier avec quelques petites noisettes toutes vertes encore. Là, il y a un magnifique robinier là à droite. Il est tout seul, il n'a qu'un tronc, mais il est impressionnant. C'est la mauve musquée. Pas la même que telle. C'est une autre espèce de mauve, elle est très jolie. On la voit moins souvent à Paris. La mauve musquée. Ce qui la différencie, c'est les feuilles qui sont extrêmement découpées. Un sureau carcépé. Oui, ça repousse, voilà, mais forcément. Un recépé. Ben oui, parce qu'on n'a pas dû l'arracher, on a dû le tailler, tu vois. Mais il ne mord pas, c'est hyper résistant, le sureau. Bon, alors voilà la repousse de figuier qui a des branches. Une belle branche de figuier, effectivement. Il n'y a pas de fruits. Ben non, parce qu'il est jeune, il a été taillé, quoi. Il a été coupé, donc il y a des repousses. Donc il faut attendre un peu qu'il donne des fruits. Mauve sylvestre. C'est bête qu'elle soit abîmée, tu vois. Il y a des gens qui l'ont cassée, c'est malheureux. Enfin bon, c'est pas très grave, hein, elle repoussera. Vous avez avec quelqu'un? Non. Ça, c'est un cornouiller. Alors ça vient des plantes qu'on a mis au-dessus sur la rue. Cornus. C'est une plante de jardin, hein. C'est une plante dont les feuilles sont très particulières. Elles ont à l'intérieur une substance qui va se figer à l'air. Et quand on les coupe en deux, les deux porties restent accrochées. C'est amusant. Un prunelier, ça donne des petites prunes. Des prunelles, en fait, qui sont un peu amères. L'intérêt de la petite ceinture, c'est qu'il y a des plantes qui viennent de partout. Les arbres, ils viennent des talus, ils viennent de la rue. Ça vient d'un jardin. On a les plantes sauvages de la ville de Paris, classiquement. Et rigéron. Ça vient de R, géron, gériatrie, jeune, vieillard. Il y a plusieurs variétés d'érigéron, mais celui-là, c'est une espèce qui est issue des jardins. Il y a vraiment un mélange très intéressant l'origine des plantes est très diverse. Il y a même des plantes exotiques qui viennent de l'époque où le train transportait des voyageurs. Bon, on n'en a pas vu beaucoup aujourd'hui, hein. Ils ont enlevé, nettoyé et ils ont curé les fossés, quoi. Il y a quelques plantes, quelquefois surprenantes, qui poussent dans les fossés, en fait. Ceinture, gare de Montrouge ceinture, puisqu'on est sur la petite ceinture. On est ici au niveau du Poinçon, sur l'avenue du Général Leclerc. La petite ceinture se continue. À droite, on a une villa privative qui s'appelle la Villa Virginie. On voit les talus qui sont assez impressionnants au niveau de la Villa Virginie. Et après le tunnel qui est devant nous, on va arriver au niveau du parc Montsouris. Donc là, on est au milieu du parc Montsouris avec la tranchée centrale du parc Montsouris. Ça fait partie des endroits incroyables où on est complètement isolé dans Paris, quoi. On a une tranchée très verte parce que pratiquement personne ne passe ici. Et qu'en plus, ce qui tombe, c'est des graines, c'est des cailloux, c'est de la terre. Et c'est une zone un peu ombragée et humide. Donc ça donne beaucoup d'intérêt pour les plantes qui se développent facilement. Et évidemment, dans les milieux riches en matière organique, l'ortie, Urtica dioica, la grande ortie, est très présente. Et ici, de la pariétaire, une urticacée, on l'appelle la pariétaire parce qu'elle pousse sur les vieux murs en général ou sur les cailloutis. Là, elle est sur le balafre, ça lui convient bien. On peut l'utiliser, se faire
on peut se décorer de l'ordre de la pariétaire. Voilà. Il y a peu de variétés. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une végétation qui comprend une espèce en très grand nombre, donc qui est vraiment très marquée ici, c'est le cerfeuil penché, le Cheirophyllum, qui est très très présent. C'est le Cheirophyllum temulatum, qui est un cerfeuil, mais un cerfeuil très toxique. Ce n'est pas le cerfeuil qu'on utilise en cuisine, il vaut mieux pas. Et ce cerfeuil est très présent dans les forêts parisiennes, il est très présent sur la Petite Ceinture, il est très présent à Paris. C'est un petit peu moins riche en espèces, sans doute à cause d'un sol qui est particulier et surtout d'un ensoleillement qui doit être relativement restreint. Ce qui est humide, c'est le fossé qui est à droite et à gauche. Donc sur ces fossés, il y a des zones humides, il y a des plantes donc en bordure qui préfèrent des zones un peu plus fraîches et humides, mais sur la partie centrale, c'est du ballast et c'est plutôt sec, quoi. Il y a un petit sol qui n'est pas très riche. La fosse aux fougères, c'est rare sur la Petite Ceinture. La Petite Ceinture, c'est plutôt des milieux secs parce que c'est en plein cagnard, en plein soleil. Et donc voir une fosse qui est plutôt humide, c'est le long du fossé, c'est normal, hein, mais remplie de fougères, c'est peu courant sur la Petite Ceinture. Il y a toute une série de fougères, c'est un milieu qui est riche en humidité puisque l'eau dégouline le long de la tranchée. Il y a un petit fossé en bas et évidemment, les fougères se placent à l'angle entre le mur ombragé et le fossé qui est riche en eau. Donc ça donne une végétation un peu particulière qui varie de cette zone de tranchée humide à la zone centrale du ballast qui est très sec. Ça, c'est un noisetier. Étonnant. Dans le mur. Dans le mur, un petit noisetier dans le mur. Mais là, l'ensemble est intéressant. Il y a 7 ou 8 pieds qui parlent du même lieu. Et ça donne un grand bonsaï naturel. C'est un frêne. Il y a beaucoup de frênes au parc Montsouris. Hein. Donc les graines sont des graines ailées qui se transportent et facilement et qui peuvent tomber un peu partout. Ils germent assez facilement. Il y a des petites repousses amusantes. Alors, on a des érales, des repousses d'érable. Un peu plus loin, une repousse de kélidoine, ici. Et puis, il y a une petite ronce juste de l'autre côté, entre les deux travées. Il y a un tapis de pâquerettes le long de la voie. Il longe les rails, c'est amusant. Le nom botanique, c'est Bellis perennis. Dans le fossé, il y a quoi? La monnaie du pape. Donc, qui vient des jardins qui sont autour. Hein. Là, elle est en fruits, justement. C'est la lunaire, hein, le nom classique, quoi. Lunaire, la lunaire commune. On trouve de tout, ça, la Petite Ceinture. On trouve tout. Mais justement, l'intérêt de la Petite Ceinture, c'est la diversité. On trouve les espèces sauvages de Paris. On trouve les espèces qui sont issues des maisons qui ont des balcons autour, parce que les graines tombent sur la Petite Ceinture, et elles se développent, et puis elles vont se ressemer plus loin. Donc, petit à petit, elles prennent l'assaut de la Petite Ceinture. La petite plante jaune, là, c'est un bouton d'or, tout simplement, une renoncule sauvage. Ah, le bouton d'or, ça y est, c'est la première fois que j'en vois sur la Petite Ceinture. Oh, il y en a quand même. Pas trop long le tunnel, c'est quand même un peu sombre. C'est mieux d'avoir du soleil quand même. Quelle merveille! Et un peu de nature. Ah, formidable! C'est un peu écrasé par les grands immeubles modernes qui sont à côté. Ils ne sont pas là depuis très longtemps, mais enfin. Voilà, il y a une petite zone naturelle, friche. On va voir ce qu'il y a. On va aller faire un tour. Il y a du monde, on dirait. Il y a du monde. Alors ça, c'est une petite plante qui est très présente à Paris parce qu'elle a été très utilisée à l'époque des chevaux. C'est la luzerne. Et la luzerne, elle pousse maintenant partout dans Paris dès qu'il y a un peu de terre. Et sur la Petite Ceinture, elle est très présente. Elle a une particularité, c'est qu'elle fait partie de cette famille qui va rajouter de l'azote dans le sol et qui engraisse le sol. Elle a des bactéries au niveau des racines qui vont capter l'azote présent dans l'air. Et donc, elle amène un engrais naturel dans le sol. C'est une plante qui est très intéressante, parce qu'elle fertilise naturellement les espaces où elle vit, même si ce sont des espaces très pauvres. Alors il y a du panais, il y a largement ce qu'il faut, ces grandes feuilles, là, ça c'est du panais. Grandes feuilles de panais, il y en a beaucoup sur la Petite Ceinture. Ça c'est du mélilo, Mélilotus, c'est une plante très parfumée. Quand on fauche les champs pour les bêtes, on récupère ça et ça donne le parfum du foin. C'est ce qui donne l'odeur agréable du foin, c'est très parfumé. C'est quoi? Un sénesson. C'est le senson de Jacob, senson jacobé. Et là, cette petite fleur. Ça, c'est des petits picris, on en a vu tout à l'heure.
Picris, alors Picris, Crépis, Crépide, c'est des plantes de cette grande famille des anciennes composées qu'on appelle maintenant les astéracées. Alors celui-ci, c'est le Picris hieracioides, fausse épervière. C'est assez compliqué à déterminer parce qu'il y en a toute une série d'espèces qui se ressemblent beaucoup. Ah, ça, c'est la grappe de fruits du réséda après qu'il ait été fécondé. Ça donne des petites capsules qui sont associées les unes aux autres. Voilà. C'est impressionnant. Là, il est en fleurs, oui, c'est le réséda jaune, celui-là. Là, il y a un beau bouquet de millepertuis. C'est une plante qui attire beaucoup les insectes. Elle est très mellifère. Hypericum en latin. On a même une carotte sauvage. Cette fleur-là, c'est une fleur de carotte. En plein milieu, il y a une fleur qui est rouge. Petite fleur rouge pourpre, qui est jolie comme tout, en fait. C'est une carotte qui est en train de sortir. Là, on a un nouvel aménagement. Alors, Et son début de culture, en fait, c'est de la permaculture qui est prévu là. Il y a eu un appel à projet avec pariculteurs. pour faire des herbes aromatiques. C'est une méthode intéressante de culture. Hein. Ce qui est bien, c'est que l'eau ne stagne pas, mais on a de la terre de qualité. On peut mettre de la terre de récupération, en fait. Hein. C'est une espèce de mulch qui est au-dessus, c'est-à-dire c'est de la paille mélangée à une terre. Ça donne un milieu qui est intéressant et plus riche pour la culture. Ça, c'est la grille qui donne accès à la promenade du 13e arrondissement, qui est ouverte depuis quelques années. C'est la partie du 13e arrondissement, une petite partie de la petite ceinture sur le 13e arrondissement, qui a été ouverte au public, qui passe au-dessus de la poterne des Peupliers, quasiment au-dessus du passage de la Bièvre, en fait. Voilà, et alors on a une friche prairiale un petit peu sympathique avec des plantes à fleurs. Il y a des espèces qui ont été apportées, enfin c'est comme toujours sur la petite ceinture, c'est assez varié par secteur en fait. On a des graminées, hein, comme toujours, donc là des nombreuses graminées. On a des petits chardons, c'est assez divers. Et il y a surtout en très grande quantité une plante blanche, l'Achillée millefeuille. Cette plante est utile, elle est utilisée parfois pour faire des infusions, c'est un peu fort mais c'est pas mauvais. Il y a plein d'autres fleurs. Il y a plein d'espèces, évidemment. Ça, c'est une plante qui est condimentaire, qu'on utilise beaucoup en plante séchée, mais elle est très bonne fraîche quand on utilise les fleurs, et les feuilles d'ailleurs. Hein. C'est l'origan. Le nom latin, c'est origanum, hein, mais enfin, origan, marjolaine. Marjolaine est un nom peut-être plus courant. Très butiné. Parce que c'est une plante qui a beaucoup de petites fleurs mauves, qui est très parfumée. Là, on a une bonne fleur. Alors c'est une mauve, on l'a déjà vu plusieurs fois sur la petite ceinture, c'est une mauve qui est sans doute la mauve sylvestre, hein, qui est très courante à Paris enfin, et dans les forêts, dans les bois, dans les champs. Là on a de jolies fleurs jaunes, c'est un petit gaillet, c'est le gaillet jaune, c'est une plante qui sent le miel, qui est très agréable, qui est très mellifère, Gallium. Là on a le colutea, alors plein de fruits. C'est la vipérine, une fleur bleue très belle. Elle est très visitée par les insectes. Cette vipérine, elle a été longtemps utilisée parce qu'on pensait qu'elle soignait des morsures de vipères. Évidemment, c'est complètement faux. Et à gauche, on a le senson du Cap, qui est partout sur la petite ceinture maintenant. Hein. Ce sont des œillets sauvages. Il y en a quelques espèces qu'on trouve à Paris. On a le millepertuis, on a à côté le jaune clair, là, ça c'est le gaillet, et à côté c'est le picris. C'est de la mauve sèche. C'est un pied de mauve qui a séché en fait. Là il y a un cerisier qui a été planté, c'est intéressant. Alors là on a la pimprenelle, Pimpinella, c'est un joli nom. Et cette petite plante a la particularité d'avoir des feuilles comestibles qui ont le goût de noix. Ça a un goût de noix. C'est pas mauvais. Petite fleur de plantain lancéolée. Les feuilles sont comestibles, elles ont un peu le goût de champignons. Ils donnent des petites graines, des toutes petites graines qui vont avec l'eau devenir un peu collantes. Et donc quand on marche sur ces graines, on les transporte involontairement. Et le nom qu'ont donné les Indiens à cette plante, c'est la trace de l'homme blanc. Il y a des arbres en tout genre là. C'est des arbres qui ont été plantés, mais on a fait une haie variée, c'est très intéressant pour la faune. Hein. Alors là, il y a des noisetiers, il y a des petits érables. Là, il y a un néflier avec les jeunes fruits qui sont en train de mûrir. Alors ça, c'est un petit chèvrefeuille. Alors c'est très tentant parce qu'il y a des jolis fruits rouges qu'on a envie de mettre à la bouche, mais c'est très toxique, il faut faire très attention.
Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est ma fleur. C'est une plante que beaucoup de gens consomment tous les matins. Un extrait de ses racines, à la place du café. La chicorée. De la chicorée, ça. C'est la chicorée sauvage, la vraie chicorée, avec ses fleurs bleues magnifiques. La fleur s'ouvre le matin, ouvre dans la journée, fane la nuit. Une autre fleur s'ouvre le lendemain. La fleur ne dure qu'une journée. Alors ça, c'est une plante intéressante qu'on appelle la coronille. C'est une plante qui produit dans ses racines une substance qui va éliminer un peu les plantes concurrentes pour qu'elles prennent plus de place. Coronille, en français, on l'appelle la coronille variée ou bigarrée. Et elle est assez présente à Paris. C'est une très jolie plante, hein, très très jolie. Alors la petite plante rose, là, c'est une centaurée. Il y a beaucoup d'espèces de centaurées à Paris. Alors ça ressemble de loin à un chardon, mais il n'y a pas du tout de piquant. Là, c'est toujours notre Arenatherum. Le buddleia, comme toujours, joli, sans papillon. Tiens, c'est marrant. Il y en a un. Ah, il y en avait un. Bon, il est parti. Et là, il y a un accès de l'autre côté, en fait. Il y a un accès à gauche, alors c'est intéressant, ça donne surtout un quartier où passait la Bièvre en partie, donc il y a quelques jardins, il y a des lieux. Un joli ginkgo. Là, il y a un magnifique élan. Il est très beau cet arbre. C'est un bel espace de nature. C'est surtout un lieu de passage, la petite sauce. Alors maintenant, bah oui, c'est ça que les gens l'utilisent comme un autoroute urbain, quoi. Mais enfin, pourquoi pas, Un lieu de passage. chacun son truc, c'est un lieu de passage, c'est raccourci, c'est vrai que c'est beaucoup mieux que passer dans un endroit où il y a des voitures. On arrive au bout de la promenade, en fait. Là, on a le tunnel qui... Le tunnel qui passe sous le jardin du Moulin de la Pointe, en fait. Le tunnel qui est là-bas, qui est fermé, c'est un tunnel qui est moderne, hein. On a placé en 92 une dalle au-dessus de la petite ceinture, donc jusque sous l'avenue d'Italie, en fait. Et au-dessus de ce tunnel, on a, dans les années 92, donc, on a créé un jardin qui s'appelle le jardin du Moulin de la Pointe. L'ensemble du passage a été recouvert d'une dalle, et on a construit sur cette dalle un jardin, qui est donc un des jardins modernes et récents de Paris. En fait, c'est un passage sur lequel on a mis quelques plantes. On est au niveau d'une renouée du turkestan magnifique. C'est une plante qui est superbe, qui peut développer très vite et qui donne des fleurs pas très longtemps. Mais enfin, c'est joli comme tout quand même. On est au-dessus de la petite ceinture 13e. Un peu plus loin, devant nous, c'est la poterne des peupliers, d'où on vient. Et derrière nous, l'avenue d'Italie vers laquelle on va. On est à l'arrivée des talus de la petite ceinture, des talus d'origine ici, hein, avec les robiniers essentiellement qui sont là, puis d'autres espèces. Et puis à partir de là, on a une dalle. Laissant marquer le passage de la ligne Pour marquer par un cheminement en béton. minéral. On n'a qu'à dire minéral. Ouais, minéral, c'est mieux. Le jardin se développe sur la droite et ressort au niveau de l'avenue d'Italie. Alors là, on marche exactement au-dessus de la petite ceinture. Elle est sous nos pieds. Elle est sous les pieds et sous la dalle qui la recouvre. Là, on est toujours dans le jardin du Moulin de la Pointe. Voilà, on est dans le jardin, mais en fait, on est sur la bordure du jardin. Et cette végétation très variée, très riche, très ombragée, correspond en gros aux talus de la petite ceinture qui sont en dessous, en fait. Et donc, on a gardé cet endroit, qui est un endroit qui est très intéressant en termes de biodiversité parisienne. C'est riche, c'est varié, c'est sûrement très utile à la faune, à la vie faune, et à toutes les bestioles qui vivent dans le 13e. On est à 2 pas de l'avenue d'Italie quand même. Hein. On a du mal à l'imaginer. C'est un millepertuis arbustif, une variété horticole qui est buissonnante, mais qui est aussi très mellifère. Qui a été planté. Qui a été planté, non, tout le jardin a été planté. On a planté des millepertuis sur la petite ceinture. C'est pas le même, hein. Je suis même pas sûr que l'idée vienne vraiment de là, mais enfin peut-être. C'est quand même une plante qui est relativement plantée, elle est assez facile à obtenir, donc elle est plantée un peu partout dans les jardins, c'est une bonne idée. Voilà, la petite ceinture est couverte. Là, il n'y a plus de nature. Hein. Là, il n'y a plus de nature. Il n'y a Alors, plus de nature dans la petite ceinture. c'était un petit jardin qui descendait jusqu'à la petite ceinture, là, on pouvait la voir, elle passait là. Là, elle est complètement couverte, tout a disparu, c'est infâme. Et il y en a au moins pour 5 ans, et à mon avis, après 5 ans, théoriquement, ils remettent en état. Ce côté-là, j'y crois pas une seconde. Ça sert à... Ça sert à refaire la gare de Maison-Blanche, la nouvelle gare de Maison-Blanche. La ligne qui est en relie, donc évidemment, ça va être important pour beaucoup. Mais c'est un massacre sur ce secteur. C'était un des endroits qui était riche, qui était très intéressant en termes de biodiversité. Théoriquement, on nous a raconté qu'en 5 ans, ils allaient tout remettre à l'identique. Il ne faut pas rigoler, il ne faut pas se foutre du monde, mais enfin voilà. Donc là, pour l'instant, il y a une centrale à béton, on a tout rasé, on a tout enlevé, on a tout fait sauter, alors que c'était un des endroits riches, hein, et parce que préservé. Il était fermé, très peu de gens pouvaient y accéder, et il était assez riche. Ben voilà, un de plus en moins. Vive la biodiversité à Paris.
Il y a deux centrales à béton. Il y a une qui coule le béton et une qui fait de la bentonite. Il y a une centrale à béton ici au milieu des tours et il y a une autre en bas de la rue Regnault où il y avait beaucoup de pavillons. Oui. Pareil, alors la rue Regnault c'est aussi encore plus intéressant parce que c'est une zone qui est un couloir en fait, qui était très nature. Il y avait non seulement des papillons mais plein de plantes, des espèces sauvages, etc. La centrale est un peu cachée par les arbres dans la rue Regnault. Donc voilà, la dalle de béton a été coulée. Donc tout ça, c'était un espace, on voyait la voie et on voyait sur les côtés, il y avait de la nature, c'était intéressant, c'était vert. Évidemment, économiquement et techniquement, on nous raconte que les deux endroits où il y a les centrales à béton, on ne pouvait pas faire autrement. Techniquement, il n'y avait aucune autre solution. Ça fait quand même circuler beaucoup de camions dans le quartier aussi. Alors qu'on aurait pu se servir de la voie pour Absolument. Le béton, On aurait pu au moins aménager la voie, on aurait pu mettre en place des équipements adaptés pour pouvoir... alors je suppose que ça a été réfléchi, mais enfin bon. Alors on est au niveau de la gare souterraine des Gobelins, qui a été desservie par la petite ceinture. On voit les rails qui sont là, toujours présents, complètement associés à une friche avec beaucoup de buddléia, il y a des érables, etc. Et cette gare, elle est souterraine, elle est surmontée par les grands immeubles de ce quartier. Elle est toujours active, elle est toujours très active. Et on a développé tout un ensemble souterrain qui est sous la grande dalle des Olympiades, en fait. On a une friche classique, comme c'est très ensoleillé, qu'il y a du cailloutis sur du béton, évidemment, il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc on a des plantes très résistantes, comme le buddléia, comme les repousses d'érable. Mais c'est quand même vert, et c'est quand même intéressant, parce que dès qu'il y a de la végétation à Paris, même sur du béton ou sur du cailloutis, hein, ça a un intérêt pour la ville, ça rejette de l'oxygène. Pour la faune, c'est très intéressant. Il y a sûrement des oiseaux qui nichent, il y a sûrement des petits rongeurs. Puis la nuit, ça doit être très vivant ici. On est à la gare de Masséna, qui est particulièrement délabrée, Ah oui, avec une friche. une friche pas très intéressante, caillouteuse. Elle est plus tellement intéressante, cette friche des cailloutis. Alors il y a le Senson du Cap, il y a le buddléia, du mélilo. En regardant de plus près, peut-être qu'on verrait autre chose. C'est pas très fourni. Par contre, il y a quelques années, c'était beaucoup plus riche ici, hein, Les rails ont été recouverts par du cailloutis. par du cailloutis, sans doute des déblais des chantiers d'à côté. Et du coup, ça manque d'intérêt. Les rails étaient encore là, étaient encore visibles il y a quelques années. La friche se développe, il y a eu un camp, Un camp de Rome un peu plus loin là-bas, Et là, cette friche, pas grand-chose d'intéressant. Hein. qui recouvre les rayons, c'est pas terrible. On est à la gare de Masséna. On est dans la partie haute parce que l'accès est de l'autre côté, plus bas. Et il y a un beau buddléia sur la droite là qui pousse sur la gare. Et tout le quartier est en travaux. On boucle la boucle. De la petite ceinture, il reste cette friche qui est surélevée, là, avec le petit arbuste qui est là-haut, là, je ne sais pas ce que c'est. Elle se continue ici, elle continue, les arcades sont sous les immeubles qui sont là, donc il n'en reste rien, sinon cette espèce de friche sauvage qui est là, surélevée, à l'emplacement où elle passait il y a encore quelques temps. On reconnaît à peine la petite ceinture, il n'y a plus de rails, on est en pleine zone de travaux là. C'est un Il y a peu une bruyant. dernière friche qui amène au pont national. Et après, le pont national. Il y avait un poste d'aiguillage et il y a quelques jours, quelques semaines, ce poste d'aiguillage a pris feu. Alors sans doute parce qu'il a été squatté, on ne sait pas trop la raison. Le poste d'aiguillage de Bercy-Ceinture. De Bercy-Ceinture, c'était un des derniers... c'était quasiment un élément historique industriel qui était très intéressant, très émouvant même au niveau de l'histoire de la petite ceinture. Et malheureusement, il est parti dans des flammes. Oh là là!
Et la boucle est bouclée, on arrive à Bercy et la petite ceinture se continue plus loin.